Et ben moi, je pense que la raison pour laquelle les gens ont peur de l'intelligence artificielle, c'est qu'ils se trompent. Parce que cette discipline scientifique, au départ, a Oui, été conçue dans les années 50 pour mieux comprendre ce qu'est l'intelligence. d'accord. Donc, c'est une discipline. L'idée, c'est de décomposer l'intelligence en fonctions cognitives et OK. ensuite de simuler chacune d'entre elles. Alors, ça peut être le raisonnement, ça peut être la mémoire, ça peut être la perception, ça peut être la communication, etc. Et ça D'accord. fait faire beaucoup de progrès à la compréhension de ce que nous sommes. C'est la psychologie cognitive. Puis ensuite, deuxième application, c'est le fait Oui, qu'une fois que ces fonctions cognitives sont modélisées, on a pu intégrer ça dans des dispositifs technologiques. Ce qui se passe, par exemple, lorsqu'on fait des systèmes de reconnaissance vocale, de reconnaissance faciale, oui. des systèmes d'information des organisations. Et donc, ça rend un certain nombre de services. Alors, bien sûr, dans la mesure où ça rend des services, ça peut aussi être instrumentalisé par un certain nombre de puissances. Et donc, dans ce cas-là, ça peut poser des problèmes. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une réflexion éthique sur les limites qu'on pose à ces technologies. Puis, il y a un troisième sens, et souvent le grand public, c'est celui-là qui le retient, D'accord. c'est de dire l'intelligence artificielle, c'est le fait de prendre un objet et de main d'homme, c'est artificiel, de fabriquer une intelligence. Alors, on ne sait pas très bien ce que c'est que l'intelligence, mais on se dit, ça va s'animer et cet objet va devenir démoniaque, qui va peut-être un jour nous remplacer et on va se retrouver dans la situation de l'apprenti sorcier ou dans la situation de Dieu qui fait quelque chose, qui crée quelque chose, qui va se retourner contre lui. Et c'est bien sûr ça qui fait peur au bon public, mais comme je l'ai dit au début, ça repose sur un malentendu parce que ça, c'est une définition imaginaire, mais la vraie définition de l'intelligence artificielle, ce n'est pas celle-là. D'accord. Alors, professeur, quel sera l'impact de cette crise sanitaire sur l'avenir de l'intelligence artificielle, justement? Mais je crois que au cours de cette crise sanitaire, nous avons été forcés d'échanger de plus en plus par les réseaux. Le numérique a pris une importance de plus en plus grande. Alors, elle était déjà très présente, mais par exemple, ce qui explique qu'on puisse aujourd'hui échanger, c'est grâce aux technologies d'information. Or, Oui. comme tous les échanges interhumains passent par des flux d'informations, eh Mhm. ben, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour interpréter ces flux d'informations, pour les exploiter dans tous les sens du terme. Et donc, ça peut, bien sûr, cette crise va donner certainement un essor à l'intelligence artificielle, puisque tout un tas de technologies sont devenues encore plus nécessaires qu'elles l'étaient auparavant, afin de maintenir une activité dans la société. Donc, je pense effectivement que ça a beaucoup joué. Alors, on parle surtout, bien sûr, des visios. Alors, les visios, c'est pas à proprement parler d'intelligence artificielle, mais Oui. autour de ça, il y a tout un tas de technologies comme la reconnaissance faciale, la reconnaissance vocale, qui relèvent de l'intelligence artificielle. Et puis ensuite, il y a eu d'autres technologies, par exemple la modélisation des épidémies. Certaines modélisations font appel à des appareils mathématiques avec des équations différentielles, mais d'autres font appel à des technologies d'intelligence artificielle avec des systèmes multi-agents qui permettent d'essayer de mieux comprendre l'évolution sur la population. Puis on a beaucoup d'autres applications de Oui. l'intelligence artificielle donc, qui se sont révélées extrêmement utiles au cours de cette pandémie. D'accord. Mais vous parlez dans vos conférences de singularité technologique. C'est quoi exactement la singularité technologique? Alors, ce qu'on appelle la singularité technologique, c'est une idée qui vient de la science-fiction, D'accord. qui a été introduite dans les années 50. Oui. Les premiers chercheurs se sont rendus compte que les dispositifs électroniques, les puces, Oui. étaient de plus en plus performantes et que, ce qui était une chose étonnante, que la performance doublait à intervalles réguliers. Alors, ça tient à quoi? Ça tient à ce que les puces sont constituées de petits composantes électroniques et D'accord. que si vous les mettez sur un plan, et que vous diminuez la taille de ces composants, et Oui. ben, si vous diminuez par de la taille, ben, à ce moment-là, vous allez avoir 4 fois plus de composants, puisque c'est un carré sur la même D'accord, d'accord. surface. Oui. Et donc, ça veut dire qu'on va avoir une multiplication exponentielle des performances, à la fois de la capacité mémoire, puisqu'il y a plus de composants sur la même surface, mais aussi des capacités de calcul, parce que les distances à parcourir étant plus faibles, les flux d'électrons iront beaucoup plus vite. Et ça a été une intuition qui a été introduite dans les années 50, et entre autres, un ingénieur qui s'appelait Gordon Moore, qui était le fondateur de la société Intel, a introduit ce qu'on appelait plus tard la loi de Moore, selon laquelle il y avait une croissance exponentielle, c'est-à-dire
c'est-à-dire qu'il double à intervalles réguliers. On sait avec la pandémie ce qu'est l'exponentielle. Hein, Oui. Le Ça fait que R, monter. on voit bien que ça va très très vite. Alors, un certain nombre d'auteurs de science-fiction se sont dit, ah, mais qu'est-ce qui se passe si les machines sont exponentiellement plus rapides, peut-être qu'elles seront exponentiellement plus intelligentes. Et donc, à ce moment-là, ils se sont dit, il y a un moment donné où l'intelligence des machines sera supérieure à celle des hommes. Des humains, Et ça, d'accord. c'est un point de bascule. Et c'est ça qu'on appelle la singularité, c'est au sens mathématique d'un point particulier de bascule. Hein. C'est ce qu'un mathématicien français qui s'appelait René Thom a appelé la théorie des catastrophes. C'est comme vous êtes sur une lame de rasoir, puis hop, vous renversez. C'est un peu la même chose. Hein. C'est l'idée que tout d'un coup, la suprématie de l'homme sur la nature va tout d'un coup être dépassée par la suprématie de la machine. Alors là, il y a deux hypothèses. L'hypothèse pessimiste, c'est que les machines prennent le pouvoir et nous remplacent. À ce moment, on est mis en rencard, esclave, D'accord. etc. Ouais. Et puis, l'hypothèse optimiste, c'est de dire peut-être qu'on pourra s'hybrider aux machines et télécharger notre conscience et à ce moment-là, devenir immortel. C'est en Transhumanisme, quoi. particulier voilà, c'est le transhumanisme et c'est ce qui explique, entre autres, un chercheur américain qui maintenant est un ingénieur qui est employé chez Google, qui s'appelle Ray Kurzweil, hein, D'accord. qui fait rêver beaucoup de gens. Voilà. Alors, première chose, est-ce que nous sommes vraiment en retard? C'est une question délicate parce que du point de vue conceptuel, nous ne sommes pas en retard. Hein. Ce sont des technologies qui sont nées pour une part en Angleterre. Ensuite, elles D'accord. se sont développées. La France a été plutôt assez en avance hein, parce qu'il y avait des très bons mathématiciens ou des ingénieurs hein, qui travaillent d'ailleurs hein, dans les grandes entreprises américaines. D'accord. Mais aujourd'hui, on se retrouve dans une situation difficile parce que les techniques qui sont les plus efficaces sont les techniques d'apprentissage qui sont entraînés sur de très grandes quantités d'exemples, et donc il faut disposer de ces exemples. Or, les États-Unis ont un marché intérieur qui est très grand, et D'accord. d'autre part, ils ont comme marché extérieur l'Europe. Tandis qu'en Europe, comme nous avons affaire à un continent fragmenté où les produits français ne sont pas vraiment achetés par les Allemands, les produits français, etc. Et donc, nous avons des petits marchés. Donc, il est très difficile d'agréger des grandes quantités de données. Puis, deuxième chose, les Américains sont arrivés tôt et donc ils ont de très, très, très grandes entreprises qui ont la capacité à collecter énormément de données. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, on risque d'arriver dans un état de vassalité comme vous l'avez dit, c'est-à-dire que ces entreprises vont utiliser leurs avantages compétitifs pour nous dominer sur beaucoup de terrains. Et c'est d'autant plus problématique que l'Europe est ouverte, hein, et c'est quelque chose de très généreux. Hein, les réunions européennes hein, permettent à tout le monde de s'introduire. Comme ce sont des acteurs très très riches, ce qu'ils vont faire, c'est que ce qu'ils font, c'est qu'ils sont capables de financer des lobbyistes et qui vont avoir un pouvoir d'influence extrêmement important, à la fois dans les réunions européennes, même auprès du Parlement européen. Et Ouais. bien sûr, ils ne se privent pas de le D'influencer. faire. Oui. Voilà, c'est ça, d'influencer. Et donc, tout ça, bien sûr, pose des problèmes considérables tant qu'on n'aura pas des hommes politiques européens qui auront une idée hein, très claire sur la question et qui seront capables de lancer des grands projets avec vraiment la volonté hein, de Oui. réussir, eh ben on aura, je crois, du mal hein, à renverser les choses hein, et à faire en sorte que l'Europe s'impose. Et c'est D'ac- tous les jours, hein, par exemple. Bon, il se trouve que je me suis intéressé aux questions alimentaires. Hein. Il y a un site qui s'appelle Open Food Facts hein, qui permet de décrire par crowdsourcing, agrégation des informations données par les utilisateurs, les différentes qualités des produits comestibles. Et D'accord. ce site hein, qui était indépendant vient d'être financé par Google. Alors, bien sûr, Google dit que c'est la non-profit branche de Google, mais on sait bien que ce qui n'est pas profitable au début pour Google, en réalité, c'est une façon hein, de dominer les choses hein, et de s'introduire hein, dans ces différentes sociétés. Enfin, là, c'est pas une société, hein, mais c'est une organisation. Donc, effectivement, hein, je crois qu'il faut être très, très vigilant de ce point de vue. C'est bien sûr, c'est la question hein, qui se pose aujourd'hui, puisque pendant longtemps, hein, l'État a été souverain. Hein, ça veut dire Bah au oui. sens de la philosophie politique. Hein, Oui, ça n'a oui. rien à voir avec le souverainisme. Hein, c'est l'idée que vous avez
au-dessus. Souverain, ça veut dire au-dessus. Au départ, Au-dessus. c'était un prince, et puis ensuite, c'est un État, c'est virtuel. Vous avez un point, et que, bien sûr, tout va être réglé. Et normalement, dans une démocratie comme la démocratie française, c'est le peuple qui est souverain. C'est-à-dire que c'est l'expression du peuple à travers son vote qui va Voilà. s'imposer partout. Malheureusement, aujourd'hui, avec le numérique, nous avons un changement majeur. C'est que là où on pouvait avoir un souverain sur un territoire, là, tout d'un coup, on a une difficulté parce que Le l'État ne marché coïncide plus au international. territoire. Voilà, Oui. parce qu'il est traversé de différentes influences. Et c'est bien ce qui se produit avec ces gros acteurs, c'est que, bien sûr, ils pénètrent. Je vais donner un exemple, puisqu'on parlait de la crise sanitaire que nous vivons l'an dernier. Mhm. Les États ont réfléchi à des systèmes de traçage qui puissent être respectueux de la vie privée et qui, en même temps, puissent être acceptés sur toute l'Europe. Et les Français et les Allemands ont développé un protocole qui s'appelait le protocole Robert, qui utilisait de la cryptographie. Mais pour le mettre en place, il fallait être capable de maîtriser la programmation des téléphones portables, en particulier des ondes Bluetooth des téléphones portables. Donc, ils D'accord. ont demandé à Apple d'avoir la possibilité d'accéder à ces fonctionnalités et Apple a refusé. Et Apple et Google ont développé leur propre protocole, bien sûr, pour l'imposer aux Européens. Et D'accord. ils ont suivi effectivement une division à l'intérieur de l'Europe, puisque les Français ont choisi le protocole centralisé qui était le leur, et les Allemands et les autres pays européens ont choisi le protocole Google-Apple. Donc ça vous montre bien qu'ils peuvent arriver à s'imposer à imposer un certain nombre de choses aux États. Et c'est ça, bien sûr, qui est très problématique. Pourquoi? Parce que l'État, c'est nous. Parce que vous ne Oui, votez oui. pas pour le directeur d'Apple ou pour le directeur de Facebook. En revanche, on vote. On n'est pas content, mais on vote quand même pour nos gouvernements et on est capable d'en changer. C'est Tandis vrai. que ce n'est pas le cas de ces directeurs. Voilà. D'accord, d'accord. Là, il me reste deux petites questions. Euh, Vous êtes au cœur de ces innovations. Selon vous, quel sera l'avenir de ces humanités artificielles en 2050? Vous Ces voulez humanités dire numériques, pardon. ah, alors peut-être qu'il faut expliquer ce que sont les humanités numériques pour qu'on Allez-y, allez-y. comprenne bien. Oui. Euh, cette idée que moi j'ai trouvée fascinante, de reprendre les disciplines d'érudition traditionnelles, qui Oui. étudient la littérature, qui étudient la peinture, qui étudient l'histoire, et de les équiper avec des outils d'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on conçoit bien, et depuis longtemps, que la physique, la chimie, la biologie participent, profitent des technologies de l'intelligence artificielle pour traiter des données et pour faire des progrès. Mais ce que je crois, c'est que c'est aussi le cas, c'est aussi une ouverture dans le domaine de ce qu'on appelle les humanités. Les humanités, c'est au sens anglo-saxon, c'est-à-dire c'est l'étude des œuvres humaines. C'est ce qu'on D'accord. appelle les sciences de la culture. Et donc c'est un défi que moi je trouve passionnant de reprendre ces travaux. Alors moi-même, je travaille avec des littéraires de la Sorbonne sur la modélisation d'un certain nombre de choses, par exemple l'extraction de figures stylistiques ou la comparaison d'états de texte pour faire ce qu'on appelle la génétique textuelle, c'est-à-dire essayer de mieux comprendre l'évolution du texte à partir des brouillons d'auteur depuis la première version de la dernière version, ou alors ce qu'on appelle l'intertextualité, c'est regarder les influences d'un auteur sur d'autres auteurs, les citations, etc. Voilà, tout ça ouvre des domaines de recherche que je trouve vraiment passionnants pour le futur et ça montre que justement l'intelligence artificielle c'est pas simplement une réduction de l'homme, c'est pas simplement plus de confort, plus de technologie, plus de rapidité, mais c'est aussi une pensée, une augmentation de l'intelligence humaine, Oui. intelligence au sens traditionnel, c'est-à-dire meilleure compréhension de ce qu'est l'homme et des œuvres humaines. D'accord. Donc, alors, selon vous, le monde en 2050, il y aura beaucoup plus d'intelligence artificielle? Ah, moi, je pense qu'il y en aura plus. Pourquoi? Parce que vous voyez bien qu'avec les progrès de la technologie, les capteurs Oui. se miniaturisent Oui. et ils consomment moins d'informations. D'accord. Et ces capteurs génèrent Mhm. ils consomment moins d'électricité. Pardon. Et ces capteurs génèrent énormément d'informations. Or, cette information, il faut l'interpréter et c'est ce à quoi sert l'intelligence artificielle. Bien sûr, il faudra le faire
dans le respect de la planète, hein, et donc ne pas consommer trop d'énergie, et peut-être utiliser ça aussi, par exemple, pour la surveillance, pour des questions écologiques, pour limiter les déperditions énergétiques, hein, pour le chauffage, etc. Et je crois donc que ça ouvre énormément de possibilités, hein, pour le futur. En même temps, bien sûr, il y a des risques parce que l'intelligence artificielle peut, d'un autre côté, consommer énormément d'énergie, en Oui, oui. particulier pour faire de l'apprentissage des modèles de langage. Il y a des normes quantités d'énergie, hein, qui sont utilisées, hein. Ça s'appelait, peut-être vous le savez, hein, il y a un article qui a été écrit par une employée de Google Oui, sur oui. ce qu'elle appelle les perroquets stochastiques, hein, C'est c'est-à-dire ça. ces modèles de langage qui font appel à énormément d'énergie parce ils sont très très coûteux, il y a énormément d'exemples, hein. Ils font entraîner sur des millions de textes. Et ce sont des réseaux de neurones formels dans lesquels, vous entendez, il y a des milliards de connexions, hein. C'est-à-dire qu'il y a des petits automates qui sont connectés entre eux avec des milliards de paramètres. Bien sûr, ça prend énormément de temps et c'est extrêmement coûteux en énergie. Donc, certainement, pour le futur, il faudra essayer d'avoir une intelligence artificielle qui soit peut-être moins gourmande en énergie et qui, en même temps, nous aide à faire que la planète soit ce que l'on souhaite, hein, qu'il ne soit pas voilà, simplement dirigé par les technologies. Je crois que ce sera l'enjeu, hein, c'est vraiment faire en sorte que nous soumettions l'intelligence artificielle à nos besoins et que nous ne soyons pas soumis aux besoins des technologies.